Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce que la crypto-monnaie, monsieur? Eh bien, ça ne vaut rien, monsieur, dit Madame Christophe Lagarde, patronne de la Banque Centrale Européenne. Ah bon, ça ne vaut rien? Et pourquoi des millions, voire des dizaines de millions de gens sont là-dessus, consomment, achètent, échangent? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert des monnaies digitales, vous avez été banquier d'affaires par BNP Paribas et d'autres, vous êtes ingénieur des mines de Paris et vous êtes certifié en blockchain du Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT. C'est important parce qu'on va parler de cela. Et je voudrais quand même pour nos éditeurs, Yann Le Floch, qu'on définisse, parce que vraiment c'est encore pour beaucoup, et c'est normal, très opaque, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie ? Alors, Comment pourrait-on la définir? Et est-ce que ça remplace, ça remplace, ça ne remplace pas, ça coexiste, c'est quoi? alors, il y a différentes manières de voir le sujet. Si vous allez sur un site, je veux dire une place de marché centrale, et vous commencez à vouloir investir dans les dites crypto-monnaies, je peux citer des noms de places, des Binance, des Coinbase, des Kraken, et que vous transférez de l'argent euro et que vous achetez des crypto-monnaies, pour vous, ça va être une ligne de compte où vous avez un actif dont la valeur varie. Vous n'êtes même pas propriétaire physiquement de cet actif, parce que pour ça, il faut un ledger physique pour avoir sa crypto-monnaie. Mais vous commencez par là. Ensuite, techniquement, qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? C'est-à-dire, quelle différence entre la crypto-monnaie et la monnaie? Voilà. Oui, on est d'accord. Ouais. En fait, à l'origine des crypto-monnaies, c'est quoi? C'est une adresse publique qui est enregistrée sur un grand livre de compte, ce qu'on appelle une blockchain. Et à cette adresse publique est associée une clé privée qui vous permet de démontrer que cette adresse publique vous appartient. D'accord. En fait, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est tout bête. Mais c'est une adresse publique créée par qui? Enfin, Alors, comment? par un algorithme. D'accord. Et en fait, à l'origine, quand le Bitcoin est créé, c'est des algorithmes qui génèrent ces adresses publiques et ces clés privées associées. Et j'ai ma clé privée à moi? Alors, vous avez votre clé privée. Voilà, c'est en gros la clé du coffre sur lequel vous avez ou des bitcoins ou des Ethereum. Donc ça, c'est l'origine. À l'origine, vous avez des serveurs, des ordinateurs sur lesquels vous mettez un logiciel. Et sur ce logiciel, on dit, voilà, monsieur X, enfin, sur cette adresse publique mettons donnée... monsieur Berkov ou n'importe. Voilà, monsieur Berkov, il a cette adresse publique donnée. Et sur cette adresse publique donnée, il y a tant de bitcoin. Alors c'est un peu plus compliqué parce que ça utilise des unités de compte, mais il y a tant de bitcoin. Et comment monsieur Berkov il peut démontrer que ces bitcoins lui appartiennent? Parce qu'il a une clé privée. Et cette clé privée, vous pouvez, à l'époque, ça se sauvait sur des morceaux de papier, en gros une quarantaine de signes. Et désormais, vous pouvez le sauver sur des clés physiques comme Ledger. Ledger qui est une des sociétés leaders sur cette thématique, et c'est français, donc on peut en parler. Voilà. Et par ailleurs, vous pouvez aussi faire confiance à d'autres personnes pour gérer vos clés privées. Et c'est le cas des places de marché d'échange centrales de type Binance, de type Coinbase, de type Kraken, de type Premium. Je peux demander à quelqu'un, c'est un prestataire de service, enfin un banquier. Oui, c'est un banquier. C'est un banquier, mais c'est un banquier digitalisé. C'est de la banque qui gère mes bitcoins ou mes cryptos. Voilà. Et pourquoi on appelle cela crypto-monnaie? Parce que les algorithmes qui permettent de démontrer que votre adresse publique et votre adresse privée sont liées, c'est de la cryptographie. Voilà. Donc c'est pas nécessairement parce que c'est cryptique, c'est assez transparent en réalité, les blockchains. Vous pouvez vérifier beaucoup de choses sur les paiements. Il faut savoir que, je veux dire, les réseaux qui sont gouvernementaux ou privés qui vérifient un peu ce qui se passe sur les réseaux de crypto, ils sont en capacité de faire beaucoup de choses pour vérifier ce qui se passe. C'est pas opaque, c'est très transparent. C'est quasiment de la fanéo-monnaie en réalité. Mais on oublie de le dire, c'est fanéo étant le dual de crypto en grec. Voilà. Donc c'est assez transparent. Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est comme, je veux dire, pour vous, mettons que euro ou bitcoin, je sais pas évidemment la même chose, puisque le mode est très différent, mais c'est aussi... Alors, la question qu'on se pose, et c'est peut-être la seconde question, est-ce que c'est aussi solide? Est-ce que, parce que, évidemment, on voit le toucher, même si aujourd'hui, ça passe par des cartes, aujourd'hui, depuis des années, des décennies, ça passe par des cartes de crédit, mais est-ce que la réalité matérielle
est pratiquement la même, ou en tout cas la réalité de ces bitcoins et autres crypto-monnaies. Sur les monnaies classiques dites d'État, qu'on pourrait dire plus de banque centrale, 90% de l'argent qu'on utilise aujourd'hui, vous, moi et les auditeurs de Sud Radio, c'est de la monnaie électronique, c'est la monnaie digitale. Donc est-ce qu'il y a un changement radical par rapport aux monnaies de banque centrale, dites de banque centrale? Non. Après, est-ce qu'il y a une modification, comment dire, quasi matérielle? Oui, parce que vous pouvez avoir votre argent sur l'équivalent de clé USB, vous pouvez faire des paiements instantanés, vous pouvez, comment dire, transférer de l'argent dans le monde entier. Vous avez quelqu'un qui voyage, il a perdu son passeport, sa carte bleue, vous pouvez transférer ça instantanément. Donc il y a des vraies vertus. Il y a aussi des défauts, parce qu'on peut perdre ses codes, mais il y a aussi des manières de le protéger. Aujourd'hui, il y a des huissiers, des notaires qui s'engagent pour protéger vos codes au cas où vous avez un problème sur des cryptos. Donc en fait, la crypto, c'est comme toute chose, c'est comme toute technologie. Vous pouvez faire beaucoup de choses très bien, beaucoup de choses moins bien. Oui. Et c'est la langue de Zop, quoi. Voilà, exactement. Pire, oui. Et moi, je préfère le terme d'ailleurs digital money. Parce que c'est le côté crypto, c'est un côté un peu. Oui, parce que crypto, voilà, on a l'impression qu'on se retrouve dans des grottes avec des hackers, avec des capuches. Ce qui est pas, enfin, je veux dire, voilà, c'est un côté caché, c'est un côté secret. C'est monnaie digitale. C'est une monnaie digitale. Et donc, là où il y a, comment dire, une forme de concurrence. C'est que déjà c'est des monnaies qui n'ont pas exactement la même nature parce que l'euro, le dollar et autres, c'est assez stable dans le temps par rapport à son pouvoir économique dans la vraie vie. Oui. Le bitcoin, on a vu que ça a pris énormément de valeur. Donc en fait, c'est un actif aussi qui est spéculatif, ça pose des questions. Ça peut aussi baisser. Bien sûr. Donc, moi, je vais peut-être extrapoler, mais sur ces sujets de crypto, arrêtons de polémiquer. C'est un vrai outil technologique avant tout, et c'est un vrai outil technologique qui a de la valeur technologique, de la valeur sociale, qui peut avoir énormément de valeur, y compris sur des aspects environnementaux, sur des aspects sociétaux, sur des aspects collectifs. C'est un outil qui peut être utilisé à des fins très vertueuses, comme à des fins pas du tout vertueuses, parce que ceux qui critiquent sur des aspects, comment dire, environnementaux, ils ont raison, mais attention, les dernières blockchains, comme Phantom, là je vais rentrer dans quelque chose, faire un paiement sur Phantom, ça vous coûte en énergie l'équivalent de 2 recherches sur Google. Mais juste pour sortir de l'environnement, parce que je crois pas que c'est le problème principal là, mais par exemple, est-ce qu'on peut blanchir de la monnaie digitale comme on blanchit l'argent? Vous savez, les blanchisseurs, optimisation, etc. Si vous avez besoin de services pour blanchir de l'argent classique ou via des cryptos, ou via du dollar, ou via de l'euro, moi je peux vous orienter vers des personnes qui savent faire ça très bien, y compris des gens très sérieux et de bonne mœurs. Ça ne change rien, vous voulez dire, à la chose, quoi. Le jeu du chat et la souris ne va pas être le même. L'idéal quand vous voulez blanchir de l'argent, c'est d'avoir du cash, ou des diamants, ou de l'or, voilà. C'est quelque chose qui vraiment est très difficilement traçable. Si vous avez des paiements internationaux via des structures juridiques adéquates, vous pouvez être suivi via les systèmes bancaires. Via les cryptos, c'est assez compliqué parce que vous pouvez analyser toute la chaîne. Il faut savoir que sur Bitcoin, toute la chaîne de paiement depuis le début de l'histoire de Bitcoin, elle est enregistrée et elle est publique. Donc imaginez-vous bien que les autorités compétentes, ils savent analyser ça. Ils savent aussi analyser, disons, ce qu'on appelle les mixeurs, qui sont capables de brouiller un peu les pistes. Ils savent analyser à qui appartient l'adresse publique, parce qu'on dit souvent, la crypto, c'est cryptique, on ne sait pas. Non, vous avez une adresse publique. Ils savent décrypter la crypto-monnaie. C'est des pseudonymes, ces adresses publiques. Ils savent décrypter la crypto-monnaie. Voilà, vous l'avez très bien dit. D'accord. Alors, justement, vous dites, c'est très intéressant, vous avez fait une petite note brillante là-dessus, et vous dites, au fond, ce qu'il faut savoir, il dit, ce que c'est à propos de Christine Lagarde, justement, on va en parler. Vous dites, ce que c'est au fond d'elle, cette femme brillante et très intelligente, qu'est Christine Lagarde, quand elle dit les crypto-monnaies ne valent rien, elle pourrait même dire avec le même aplomb et la même franchise, les monnaies ne valent rien. Préciser. Je vous ai écrit ça hier pour mettre ça en perspective. Oui, les monnaies ne valent rien parce que c'est une histoire de confiance. Et c'est ce que j'essayais de mettre en avant, c'est-à-dire que quand, fut un temps, les pots de banane, les coris, les pierres aussi, étaient un instrument d'échange économique. Un peu partout dans le monde. Voilà, partout dans le monde. Est-ce que ça faisait sens? Est-ce que ça avait de la valeur pour prendre le terme? Est-ce qu'une pierre a de la valeur? Est-ce qu'il y a un Mais ça avait de valeur pour ceux qui décidaient qu'il y avait de la valeur. Donc c'est une histoire de consensus et de confiance dans un collectif humain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que l'or, de la même manière, qui a été créé dans ces supernovas, à un moment, c'est un métal qui a plein de vertus, on est d'accord, mais pour être une monnaie. Mais pourquoi l'or,
Voilà, ça, parce que il y a tout le même un monde est d'accord consensus. sur l'or. Exactement. C'est ça. Alors, je sais qu'en disant ça, on pousse le bouchon un peu loin, mais c'est important de le dire quand même. Et de la même manière, à l'époque où les monnaies, disons, d'État ou disons de banque centrale étaient pluguées à l'or, ça faisait sens. On faisait confiance à de l'or papier, en quelque sorte. Ouais. À partir du début des années 70, quand on décide de décorréler, je veux dire, le lien direct entre l'or et les monnaies de banque C'est centrale. Bretton Woods, ça. Non, avant. Non, Bretton Woods, c'était avant, c'est en 1971, Oui, c'est Nixon qui avait fait cette décision. Et donc, mais on est dans une philosophie qui vise à créer déjà de la monnaie confiance. D'accord. Voilà. C'est-à-dire au sens strict. Le dollar, je décorrèle le dollar de l'or, mais vous avez confiance dans le dollar. Voilà, c'est ça. C'est le consensus, toujours. C'est le consensus. Donc en fait, ce qui est particulier dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies en général, c'est que la confiance dans la valeur qu'on donne à ces actifs, c'est une confiance qui est ce que j'appellerais du goodwill économique. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'huile essentielle de confiance. Et c'est ça qui dérange les économistes et financiers traditionnels, c'est qu'ils se disent, mais quand même, nous, on a notre dollar, on a notre euro. Bon, ok, l'ensemble des actifs euros ou dollars ne sont pas intégralement, bien loin de là, couverts par l'économie réelle, mais il y a quand même des actifs. Oui. Et là, on vous dit, c'est de la confiance pure technologique, c'est un phénomène nouveau, et d'un point de vue pour les jeunes économistes, étudiants qui vont devenir économistes ou financiers, c'est fabuleux parce que c'est un nouveau domaine de l'économie, c'est-à-dire l'économie, l'huile essentielle de confiance sur la confiance monétaire. Non, mais donc on change quand même de paradigme, quelque part. Oui. Parce que c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire, on entre dans un domaine où on dit, voilà, nous, il y a un domaine qui est créé, qui est un domaine qui n'est pas visible, parce que je parle pour le grand public, bien sûr, qui n'est pas économiste, etc. Il y a le visible, avec pas seulement le papier, mais la carte, etc. Et il y a, je dirais, l'invisible qui est tout aussi là, mais il faut donc parier et croire. Enfin, il faut. Je veux dire, là, on croit et on parie sur l'invisible, c'est ça. C'est l'essence du capitalisme. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est la fameuse main invisible. Et cette main invisible, c'est la confiance dans l'avenir. Fondamentalement. Et là, dans le Bitcoin, d'un point de vue économique, j'entends, c'est une essence ultra concentrée de confiance en l'avenir, en le fait que ça va continuer à se valoriser. Ce qui est un problème. Et c'est un problème pour les cryptos, mais ça, Christine Lagarde oublie parfois de le dire, c'est un problème pour le capitalisme aussi. Et on va en parler tout de suite. Alors on l'a appris, voilà, le retour d'Adam Smith, plus fort que le retour du Jedi. À tout de suite, on continue avec... Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Yann Le Floch, expert des monnaies digitales, de la blockchain, de tout cela. Et c'est passionnant parce que ce sont de vrais éclaircissements sur effectivement ce que c'est que cette nouvelle donne internationale financière, mais très importante, qui est effectivement cette crypto-monnaie. Alors, l'idée, juste pour revenir un moment, Yann Le Floch, sur les déclarations de Christine Lagarde en disant ça ne vaut rien, carrément. Elle n'a pas dit oui, il y a des problèmes, etc. Elle a dit ça ne vaut rien. Est-ce qu'il y a une crainte de la Banque Centrale Européenne qu'elle dirige, qui verrait dans les cryptos un concurrent pour le futur euro numérique ou pas? Ou c'est autre chose? Un vrai concurrent sérieux, je pense qu'il y a différents axes. Un vrai concurrent sérieux en l'état, tant que ça ne se développe pas plus, et en particulier avec les régulations qui sont préparées, en particulier en Europe, ça va être difficile de concurrencer à proprement dit. Je pense qu'il y a une double approche. Il y a une volonté de protéger son pouvoir, c'est réel. Le pouvoir de l'ordre monétaire actuel. Pour pas que ça aille au-delà. Parce qu'en l'état, c'est contrôlable et ils sont en train de contrôler, les régulateurs, ce qui se passe. Si ça pouvait aller bien au-delà, et ça pourrait être le cas en Afrique, ça pourrait être le cas en Amérique latine, ou dans des pays qu'on dit plus émergents, là, il peut avoir pour ces banques centrales de ces pays-là une difficulté à contrôler ces sujets. La montée des cryptos. Donc, c'est l'ordre monétaire, quelque part mondial, en quelque sorte, qui regarde ça comme du lait sur le feu. D'accord. Voilà. Après, quand Christine Lagarde met en avant le fait qu'il y a des risques pour les investisseurs, qu'il y a des risques dans l'usage de ce type de technologie, elle a aussi raison. Il ne faut pas être que... Bien sûr. Je veux dire, voilà, c'est des technologies qui ont des doubles faces. Mais ce qui est vrai... Oui, parce que ça peut aussi provoquer des ruines, Oui, exactement. Il y a eu des crashs. Je crois qu'il y a eu une crise là, ces derniers jours à cause de la crypto Luna. Je crois que j'ai vu un article qui disait qu'il y avait eu 8 suicides de personnes parce qu'ils étaient hyper riches et ils sont devenus ruinés. Voilà. Donc, ça existe, c'est pour ça. Ça existe, donc il ne faut
faut pas voir que le malin, entre guillemets, si j'ose dire, dans la Banque Centrale Européenne. Oui, ils nous veulent aussi du bien, mais nous aussi, on leur veut du bien. Et nous aussi, on pense que les cryptos ont de la valeur, et que les digital monnaies ont de la valeur, et que le Bitcoin a peut-être de la valeur, même s'il a ses défauts, et que l'ensemble de cet écosystème crypto-monnaie pose une question qui est fondamentale, celui de la liberté de la création monétaire, j'aurais envie de rajouter, dans un cadre. Non, bien sûr. Mais est-ce que juste une question, parce que Banque Centrale Européenne, bien sûr, très bien, et on est tous pour, sauf que la planche à billets, on voit très très bien, qui a fonctionné depuis beaucoup plus de 2 ans comme ça, est en train d'être savonnée et pour des causes qu'on connaît. Est-ce que l'univers de la monnaie numérique, de la numérico-monnaie, est-ce qu'elle peut aussi créer sa planche à Ça dépend des cryptos. Ça dépend des digital monnaies. Si vous prenez Bitcoin, il y a le fameux chiffre 21 millions. 21 millions, c'est le nombre maximum de Bitcoin qui existeront. Donc on compare. On ne peut pas en créer plus. Non. Voilà. Oui, d'accord. Enfin, normalement. Non, on peut pas. Dit never say never. Voilà, il y a un peu de ça, mais en gros, non. Donc en fait, c'est comme de l'or. Il y a une quantité d'or sur Terre, voilà, et donc d'où la valeur donnée. C'est de l'or digital au sens strict. Si vous prenez Ethereum, qui est un peu de l'argent digital, Ethereum peut créer des Ethers, et voilà. Donc il y a plus une politique de banque centrale. Donc en fait, pour revenir à ce que vous mettiez en avant sur la BCE, le quantitative easing, l'impression monétaire, le quantitative easing, il y a un peu une forme de coming out qui est fait sur le sujet par la Banque Centrale Européenne et aussi la Fed américaine au moment de la crise des subprimes en 2008. On sauve les banques. Oui. C'est un impact limité, impact politique. Mais Covid-19 aussi. Voilà, depuis 2015, le système financier, il avait du mal. Donc on a fait du quantitative easing, ça crée une bulle sur les actifs financiers. Et là, ensuite, il y a le Covid. Et là, le Covid, on a soutenu quoi? L'économie. Bien sûr. Et quand vous mettez de l'argent nouveau dans l'économie, ça crée de l'inflation si c'est mal contrôlé. C'est ce qui s'est passé. Après, il y a une vraie question. Est-ce que les autorités avaient le choix de faire différemment? Parce que la réalité inavouable, mais réelle, c'est que s'il n'y avait pas l'intervention des banques centrales, c'était la faillite générale. C'est sûr. Non, voilà. Ça, on le sait. On le sait. On n'aime pas en parler, c'est tabou, mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai. Donc en fait, mais ça pose quand même. Ça continue comme ça. Mais voilà, mais on nous a dit, quoi qu'il en coûte, on sauvera la baraque capitaliste, ce qui a été fait, mais le quoi qu'il en coûte, on le paye aujourd'hui dans notre quotidien via l'inflation. Donc ça coûte pour nous, finalement, à tout à chacun, citoyen. Donc en fait... Et ça ne coûte pas la même chose aux mêmes personnes, il faut quand même le rappeler. C'est autre chose encore, ça. Vous avez probablement raison, même pour raison. Dites-moi, Yann Le Floch, non mais c'est passionnant, on va vraiment, avec Augustin Moriot, on va continuer à en parler, et dans 2 semaines que vous reveniez et qu'on prenne le temps de parler des conséquences, parce que des conséquences sur, effectivement, l'état des choses, Russie, Ukraine, la Chine, tout ce qu'on voit sur la dédollarisation du monde qui commence, enfin, les gouffres. Donc, merci en tout cas de vos éclaircissements. J'aurais juste une phrase, on dit l'argent est le nerf de la guerre, et c'est vrai au sens strict. Voilà. C'est vrai, et c'est surtout, l'argent c'est la guerre des nerfs également. Aussi.